Bonjour mesdames, messieurs, et bienvenue à notre bulletin de nouvelles hebdomadaire d'Info Témis du 23 avril 2024. Ici William Maillé, je serai votre lecteur de nouvelles pour cette semaine. Ne vous inquiétez pas, Lorraine va très bien. Je vais prendre sa relève à la lecture des bulletins pour la saison estivale. Je suis très content d'être de retour dans l'équipe, jusqu'à mon retour en classe en septembre prochain. Vous pourrez me voir dans plusieurs émissions sur les ondes du canal 97. Vous pourrez me voir dans plusieurs émissions sur les ondes du canal 97 pour vous offrir le meilleur de l'actualité témiscamienne. Alors, cette semaine en manchette. La population de Saint-Bruno-de-Guigues vote en faveur de l'amélioration du Colisée. De l'aide venant de Québec pour aider à éponger les dégâts causés par la crue des eaux en région. Une nouvelle campagne d'attractivité au coût de 121 000 $ pour la MRC de Témiscamingue. Le restaurant Sainte-Anne fermera ses portes ce samedi. Les fraudes visant les aînés prennent de l'ampleur au Québec. Le Témiscamingue mis en valeur sur grand écran avec la projection d'émissions officielles du Raid Témiscamingue. Et le hockeyeur témiscamien Sacha Guimond est champion de la Coupe Magnus en France. Et plusieurs autres nouvelles. Et surtout, n'oubliez pas d'être des nôtres à 18 h chaque mercredi soir pour notre télébingo hebdomadaire. 50 ans après sa reconstruction, 188 personnes se sont prononcées sur l'avenir du Colisée de Guigues entre le 13 février et le 22 mars dernier. Le résultat est unanime. Près de 80 % des Guiguois souhaitent préserver et bonifier l'aréna. Les coûts de construction sont estimés à près de 4 millions de dollars. La municipalité va donc transmettre des demandes d'aide financière au gouvernement. Selon le maire suppléant Tommy Boucher, les résultats de consultation vont permettre d'éventuels travaux de rénovation nécessaires au maintien de l'établissement. Ce lieu emblématique pour les citoyens sert également de salle de spectacle. C'est aussi le seul restaurant de la municipalité. L'aréna est donc essentielle pour dynamiser la communauté, mentionne la conseillère municipale du district 5, Catherine Drolette-Marchand. Il reste à déterminer la façon dont le Colisée de Guigues sera réaménagé. Si tout se passe comme prévu, les travaux de base pour maintenir le bâtiment devraient se faire d'ici 4 à 5 ans. Comme vous l'avez assurément remarqué, il a plu beaucoup la semaine dernière. Le gouvernement du Québec promet donc d'aider les villes de l'Abitibi-Témiscamingue à éponger les dégâts causés par les pluies et les inondations des derniers jours. Au Témiscamingue, à Rouyn-Noranda et en Abitibi-Ouest, la facture atteint déjà les millions de dollars. Outre les routes abîmées par l'accumulation d'eau, la préfète de la MRC, Claire Bolduc, donne l'exemple des rangs inondés sur près d'1 kilomètre. Dans certaines municipalités, on parle de quelques milliers de dollars en dommages. Dans d'autres, c'est plutôt des centaines de milliers de dollars. Ce sont les municipalités qui doivent assumer de tels coûts. Mme Bolduc espère que le gouvernement balancera l'étendue des dommages qu'assument actuellement les villages du Témiscamingue, dont plusieurs comptent moins de 1000 habitants. Elle persiste toutefois à croire que certaines dépenses, comme la création de chemins alternatifs, seront difficilement remboursables. Les municipalités mettent largement l'épaule à la roue, en plus de mettre la main dans leur poche pour restaurer les possibilités de circulation, prévient-elle. Comme au Témiscamingue, la ville de Rouyn-Noranda espère que le programme général d'assistance financière lors de sinistres compensera les frais causés par les pluies des derniers jours. On s'est empressé cette fin de semaine de faire appel au ministère de la Sécurité publique pour s'assurer que le nom de Rouyn-Noranda sera inscrit dans l'aide financière éventuelle, explique la directrice des Travaux publics et des services techniques, Hélène Pieuse. Madame Pieuse ignore les montants qui seront offerts par Québec, bien qu'elle évalue déjà les dommages à Rouyn-Noranda entre 300 et 500 000 $. Le ministre responsable de l'Abitibi-Témiscamingue, Jean Boulet, encourage les villes et les villages touchés par les inondations et les crues printanières à solliciter le ministère de la Sécurité publique, qui gère le programme d'indemnisation. En Abitibi-Ouest, le préfet de la MRC, Jacqueline Bégin, craint malgré tout que les municipalités soient incapables d'obtenir de l'aide.
Il reproche aux différents programmes gouvernementaux d'être trop complexes, alors que les villages de l'Abitibi-Ouest souffrent de la pénurie de main-d'œuvre, de la pénurie d'entrepreneurs et des coûts élevés des matériaux de construction. C'est habituellement à nous d'assurer la réparation des chemins, soutient-il. Ce sont des coûts qui sont relativement importants. Dès qu'on touche à un ponceau, il faut trouver un entrepreneur et des matériaux. Ce sont des coûts non budgétés, alors qu'il n'y a pas beaucoup de sources de financement. Le ministre Boulay rétorque que les circonstances exceptionnelles des derniers jours amèneront le gouvernement à faire preuve de souplesse administrative. Je me réfère beaucoup aux équipes de la sécurité publique pour que les demandes d'aide soient traitées avec diligence et le maximum d'efficacité, explique-t-il. C'est un sinistre, c'est un contexte vraiment particulier. Faites-nous part des préoccupations. Au ministère, ils sont déjà sensibles et préoccupés par les demandes d'aide financière. Les récentes pluies printanières et les récents cas d'inondation sont plus fréquents ces dernières années, confirme-t-il à M. Bégin. Il est désormais primordial d'adapter les infrastructures municipales au changement climatique. Une situation exceptionnelle qui n'a pas fini de faire jaser dans la région. La rencontre mensuelle du Conseil de la MRC de Témiscamingue avait lieu ce mercredi. Plusieurs dossiers ont été discutés, dont la nouvelle campagne d'attractivité du territoire, un projet de tri du bois du côté de l'écocentre, ainsi que le retour d'une ressource pour les plans d'action municipaux destinés aux aînés. Les élus ont adopté la nouvelle campagne d'attractivité pour 2024, dirigée par l'entreprise 724. D'une valeur de 121 240 $, cette campagne de valorisation de la MRC poursuivra les efforts de notoriété et de positionnement d'entreprise qui est déjà effectué depuis plusieurs années, tout en générant de l'intérêt envers les diverses possibilités touristiques du territoire. La direction artistique, le développement de contenu graphique, de même que la gestion du plan média en appuyant cette campagne multiplateforme, seront assurés par la firme 724, qui avait aussi accompagné la MRC l'an dernier. Au niveau du plan média, 6 cibles ont été définies pour le bien de cette campagne. Les passionnés de culture et de patrimoine, les adeptes de caravaning et de camping, les adeptes de chasse et pêche, les aventuriers en plein air et les explorateurs en herbe. Ainsi, différentes plateformes et supports seront utilisés pour mousser la visibilité du Témiscamingue et faire en sorte que les touristes en fassent leur destination de choix pour l'année en cours. À la suite d'une recommandation du Comité d'action en gestion de l'environnement, les élus ont entérimé la mise en place d'un projet pilote de matériothèque, incluant un budget de 16 000 $. Réalisé avec la collaboration des ateliers Camille, ce projet vise le tri du bois et les voyages non triés, en vue de récupérer le bois pouvant être réutilisé et remis en circulation, diminuant ainsi la production de déchets. La matériothèque sera mise sur pied dès le mois de mai et sera en opération jusqu'à la fin du mois de septembre. Un montant de 80 000 $ a été alloué à la MRC par le biais du programme Municipalité Amis des aînés. Ce montant vise l'embauche d'une ressource commune pour soutenir la mise en œuvre des plans d'action municipaux MADA et familiales. Pour le Témiscamingue, les municipalités de Béarn, Guérin, Kipawa, Lorrainville, Moffett, Nedlec, Notre-Dame-du-Nord, Saint-Bruno-de-Guigues, Saint-Édouard-de-Fabre, Ville-Marie et la MRC de Témiscamingue participent à ce programme et bénéficieront du soutien de cette nouvelle ressource. Ainsi, la MRC a autorisé une somme de 140 000 $ issue du Fonds Région Ruralité pour mutualiser une ressource de soutien auprès du milieu municipal. La prochaine rencontre du Conseil se tiendra le 22 mai dans les bureaux de la MRC à Ville-Marie. Le restaurant Sainte-Anne, situé à Ville-Marie, fermera ses portes, a annoncé le propriétaire Maxime Desrochers. Le bail commercial de 5 ans du 14 rue Sainte-Anne qu'il avait signé prend fin. Maxime a décidé de ne pas le renouveler et de se lancer dans de nouveaux projets. La baisse d'achalandage, le manque de main-d'œuvre qualifiée
et les répercussions de la pause obligée pendant la pandémie sont des obstacles qu'il a dû surmonter au fil des années. Les derniers plats seront servis ce samedi 27 avril. Il confirme qu'il est très fier de ce qu'il a réussi à accomplir, malgré la COVID, malgré les embûches et tout. Après 6 ans à la tête de son restaurant, il souligne qu'en restauration, on réussit toujours à se débrouiller. Il promet de donner une deuxième vie au Sainte-Anne. Maxime Desrochers pense par exemple à une remorque qui lui permettrait de servir les plats qu'il a créés. Il demeure cuisinier de formation d'abord et avant tout. Tant qu'il aura un endroit où il va pouvoir cuisiner, les gens vont pouvoir manger du Sainte-Anne. Il souhaite présenter la nourriture lors de la foire gourmande de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-Est ontarien, prévue au mois d'août. Le cuisinier appelle à la population à encourager les restaurateurs. Il ajoute qu'il est important d'être fidèle à nos réservations, surtout. Ça garantit des heures à des employés et ça garantit des salles pleines à des gens. C'est important de sortir, de rester fidèle aux endroits qu'on aime. Un nouveau type de fraude devient très populaire au Québec. La Sûreté du Québec met en garde contre des fraudeurs actifs dans la région et qui visent les personnes aînées. Les arnaqueurs utilisent la fraude de type grands-parents et tentent par divers moyens d'entrer en contact avec leurs victimes. Les policiers ont d'ailleurs reçu une demi-douzaine de plaintes dans la journée de mercredi. Ce sont des gens qui vont appeler des résidences et qui vont se faire passer pour un membre de la famille ou encore un petit-fils. Ils vont mettre beaucoup de pression sur les gens pour qu'ils aillent déposer de l'argent, indique le porte-parole de la SQ, Hugues Beaulieu. Les fraudeurs vont jusqu'à se déplacer sur les lieux pour ramasser l'argent en main propre. Il s'agit d'être vigilant et de ne pas répondre à ce type de demande et de le signaler immédiatement au corps policier, conseille M. Beaulieu. Le territoire témiscamien a été vu sur toute sa splendeur mardi dernier avec la diffusion de l'émission officielle du Raid Témiscamingue. Présentée en grande primeur au Théâtre du Rift, la population était invitée à y assister avec la présence de plusieurs participants de la course et les membres de l'organisation. L'événement, qui s'est déroulé en septembre dernier, sera prochainement diffusé sur des chaînes sportives à travers le monde, telles que RDS et TSN au Canada. La cérémonie liée au lancement était animée par Philippe Doherty, qui a laissé la parole à la préfète de la MRC, Claire Bolduc, à l'agent de communication de Long Point First Nation, Bradley Paulson, ainsi qu'à Daniel Bourgault, de la SADC, qui ont tous prononcé un discours avant le visionnement. Pour les organisateurs et les compétiteurs, cette émission sert de véritable vitrine pour le Témiscamingue. C'est le fruit d'un travail de 5 caméramans et une vingtaine de caméras pendant 3 jours consécutifs. Elle sera traduite en 16 langues, ce qui lui permettra d'être possiblement visionnée dans 150 pays. Elle sera peut-être disponible un peu partout, mais ça ne diminue pas pour autant le sentiment d'attachement avec lequel les citoyens du Témiscamingue voient les images du raid. Comme le dit la coordonnatrice Chloé Beaulé-Poitras, c'est comme retomber en amour avec sa propre région et de la redécouvrir sous des angles qu'on ne l'a jamais vus. Quelques jeunes qui ont participé à l'édition jeunesse du raid étaient aussi présents. En 2024, le nombre de participants jeunesse doublera, passant de 50 à 100 compétiteurs. Cette prochaine édition aura lieu entre Rimini et Saint-Bruno-de-Guigue et se déroulera du 5 au 8 septembre prochain. Le défenseur Sacha Guimont roule sa bosse en Europe depuis déjà plusieurs années. L'athlète originaire de Ville-Marie a été sacré champion de la Coupe Magnus avec les Dragons de Rouen de la Ligue de hockey Magnus en France. Pour une deuxième année de suite, les Dragons ont remporté les grands honneurs dans une excitante série contre les Boxeurs de Bordeaux. Rouen a renversé la vapeur en remportant les 4 matchs suivants. Le 6e match a d'ailleurs nécessité la prolongation et Sacha, un produit du Tracor de Bécomo dans la LHJMQ, a fourni une mention d'aide sur le but gagnant. C'est un feeling indescriptible, a affirmé Sacha Guimont en entrevue avec Le Citoyen. En plus, une deuxième année de suite, c'est encore mieux.
Pour les Dragons, il s'agissait d'un 18e titre dans leur histoire. Ça fait du bien à Rouen, car ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions de fêter ces dernières années, a dit le défenseur à caractère offensif. Je suis content pour l'équipe et pour les partisans. La finale de la Coupe Magnus avait une saveur témiscabitibienne. En plus de Sacha Guimond, un ex-porte-couleur des Foreurs de Val-d'Or, Loïc Poudrier, s'alignait avec les Boxeurs de Bordeaux. Lui aussi a connu de bonnes séries, avec 4 buts et 9 passes en 18 matchs. Sacha Guimond sera prochainement de retour au Témiscamingue, comme il le fait après chaque saison. Cette fois, la situation sera quelque peu différente, puisqu'il est arrivé au terme d'un contrat de 2 ans à Rouen. Ayant été ennuyé par des blessures cette saison, Sacha ne se ferme pas de porte quant à l'avenir de sa carrière, que ce soit avec les Dragons ou ailleurs. C'était jour de budget fédéral mardi passé. La ministre des Finances et vice-première ministre du Canada, Chrystia Freeland, a déposé mardi passé son 4e budget, le 8e sous l'ère de Justin Trudeau. Plusieurs spécialistes s'étaient prononcés sur le fait que le déficit serait plus élevé que prévu. Il se chiffre finalement à 40 milliards de dollars. Il n'y a pas de déficit zéro dans un horizon de 5 ans. Celui-ci sera encore de 20 milliards de dollars. Les dépenses seront de 538 milliards et les revenus de 498 milliards. Les gains en capital de 250 000 $ et plus seront taxés de 16 % supplémentaires, passant de 50 à 66 %. Cette mesure, qui toucherait 40 000 Canadiens, permettra d'engranger 19,3 milliards sur 5 ans. Le tabac et le vapotage seront taxés davantage. Les cartouches seront majorées de 5,49 $ et les produits de vapotage seront haussés de 12 %. Les étudiants ont été entendus, alors qu'Ottawa bonifiera son programme de prêts sans intérêt de 1,1 milliard de $. Aussi, le programme de subvention de 5 000 $ pour l'achat de véhicules sans émission est prolongé de 2 ans et est évalué à 607 millions de dollars. Depuis les 3 dernières semaines, le premier ministre et la ministre des Finances ont sillonné le Canada et ont dévoilé au compte-gouttes quelques lignes du budget avant son dépôt officiel. Tout d'abord, le logement a pris une place importante dans les annonces. Le gouvernement libéral a annoncé, notamment, la création d'un fonds canadien pour les infrastructures municipales. D'une enveloppe de 6 milliards, il accélérera la construction de nouvelles résidences à travers le Canada. De plus, il créera un fonds de protection des locataires d'une valeur de 15 millions de dollars pour prévenir les hausses injustes ou les évictions après rénovation, de même que la mise en place d'une charte des droits des locataires du Canada. Avec celle-ci, les propriétaires devront fournir un historique précis des prix des loyers. Enfin, les futurs propriétaires d'une première maison neuve seront heureux d'apprendre que la période d'amortissement du prêt hypothécaire sera prolongée à 30 ans. Pour ce qui est du budget de la Défense, elle s'est vue promettre un montant de 8 milliards de dollars pour les 5 prochaines années et 73 milliards d'ici les 20 prochaines années. La santé mentale des jeunes se retrouve dans le budget, avec la mise sur pied d'un fonds de 500 millions pour les organismes de santé communautaire œuvrant dans ce domaine. Le gouvernement libéral investira 2,4 milliards pour soutenir le développement de l'intelligence artificielle. Un autre programme d'1 milliard de dollars, sous forme de prêt, sera lancé afin de créer de nouvelles places abordables en garderie. Enfin, 2 autres programmes ont été annoncés au cours des derniers jours, soit le lancement d'un programme d'assurance médicaments partout au Canada, qui couvrira les contraceptifs sur ordonnance et les médicaments couvrant le diabète, de même qu'un programme national d'alimentation scolaire, dont 1 milliard sera investi sur une période de 5 ans. Suite à l'annonce de la ministre des Finances, le député fédéral bloquiste dans Abitibi-Témiscamingue, Sébastien Lemire, se dit choqué par le nouveau budget fédéral et il se plaint d'un système d'ingérence dans les compétences de la province. On parle d'investissement dans une assurance médicaments dans des compétences qui touchent les municipalités, dont des mesures en logement qui ne s'appliqueront pas avant les prochaines élections. Donc, on va pelleter en avant pour des besoins d'aujourd'hui
a indiqué le député à la sortie de la séance consacrée à la présentation du budget, mardi après-midi. Pour ce qui est de l'argent destiné au logement, par exemple, le député croit qu'il aurait fallu transférer ces sommes directement à Québec pour que la province puisse avoir des programmes de construction de logements ou une entente Québec-Canada. La vieillesse, contenue dans le budget, les députés s'interrogent sur la manière avec laquelle elles seront versées. Pour les gens qui en ont besoin sur le terrain, est-ce que ça va permettre qu'on maintienne les services à domicile? Est-ce qu'on pourra garder nos aînés à domicile dans le contexte actuel? Je suis très sceptique, pense l'élu. Il reproche par ailleurs au gouvernement le fait d'avoir présenté un budget qui s'enfonce encore dans le déficit. Il a ajouté « Je me rends compte que souvent les déficits qui sont présentés dans un budget sont refusés au courant de l'année et ils sont beaucoup plus élevés que ce qui était pensé au départ. » C'est donc un budget qui déplaît à M. Lemire. Le conseil Aninisinabek de Kitsisakik suspend 14 de ses employés et mandate une firme indépendante spécialisée en droit du travail pour mener une enquête administrative sur la gestion de la communauté située à 90 km au sud de Val-d'Or. Lundi passé, un groupe de manifestants avait pris la décision de bloquer l'accès à la communauté à toutes les personnes de l'extérieur. L'école et le CPE sont fermés puisque plusieurs membres du personnel viennent de l'extérieur. Le chef Régis Penozoué, le vice-chef Alex Emmet Papati, ainsi que les élus Nathan Papati-Penozoué et Charlie Papati se sont réunis mercredi passé à Val-d'Or pour trouver des solutions. L'accès à la rencontre a été interdit à la directrice générale de Kitsisakik, Doris Papati. Les élus ont pris la décision de mandater une firme indépendante spécialisée en droit du travail pour mener une enquête administrative. L'objectif est de faire la lumière sur les allégations tenues par d'anciens chefs de la communauté, selon Régis Penozoué. La situation de crise qui sévit actuellement au sein de l'organisation, principalement sur le plan des ressources humaines, altère la qualité des services offerts aux membres de la communauté, le bien-être des employés, leur efficacité, leur productivité et les rapports entre le conseil, les directeurs, les gestionnaires ainsi que tous les employés. Le conseil a suspendu avec solde 14 de ses employés pour la durée de l'enquête. Pour maintenir les services à la communauté, 8 employés ont été engagés pour assurer l'intérim. Le chef Régis Penozoué assure qu'il ne va pas s'impliquer dans le déroulement de l'enquête. Ces 14 employés sont des gens qui sont ouvertement affichés contre le conseil actuel dans les derniers jours. C'est le cas de l'ex-chef Adrienne Aneshinapeo, qui confirme avoir été suspendue de son emploi de coordonnatrice en langue et culture. Quel message le chef envoie-t-il à la communauté? Un message de terreur? Elle perçoit le geste du conseil comme de l'intimidation et précise que son groupe va continuer de bloquer l'accès à la communauté. C'est très inquiétant ce qui se passe actuellement. Surtout de voir que l'administration et les ressources humaines sont entre les mains du chef. C'est vraiment de la dictature. C'est lui qui décide qui il met là et qui fait quoi, ajoute-t-elle. Les allégations faites par un petit groupe de personnes au cours des dernières semaines n'ont aucun fondement et reposent seulement sur des impressions erronées. En mettant en place une enquête indépendante, j'espère rétablir la vérité et permettre enfin à la communauté et à tous nos membres de tourner la page, a expliqué pour sa part le chef Penozoué, réclamant du même coup la levée du barrage. Et c'est reparti pour le camp Jeunesse en marche. C'est officiel, le camp de vacances pour les enfants francophones de 6 à 13 ans, situé près de Cobalt, reprend du service pour le mois de juillet. Ce dernier avait cessé ses activités en 2020, bien que la location du site et des installations soit demeurée active pour les rassemblements du groupe et de famille. C'est la portion camp d'été jeunesse qui avait été mise sur pause. Après réflexion et des analyses de la situation, les 6 groupes actionnaires et propriétaires des lieux ont décidé de revamper le site pour lui redonner sa vocation initiale, qui consiste à accueillir et divertir les enfants en période estivale. En effet, depuis quelques semaines, des offres d'emploi circulent sur leur page Facebook pour recruter cuisiniers, coordonnateurs, moniteurs et moniteurs sauveteurs. Le processus de candidature et d'entrevue
est déjà en cours, ce qui signifie que dès le mois de mai, les parents pourront inscrire leur enfant pour l'une ou plusieurs des 5 semaines du mois de juillet. Ce sont jusqu'à 40 enfants par semaine qui pourront être accueillis. Les semaines d'accueil des enfants sont comprises entre le 2 juillet et le 2 août, et les enfants y sont logés, nourris et divertis au coût de 400 $ par semaine, avec réduction lorsqu'il y a plus d'un enfant de la même famille qui participe au camp. Bien que les activités soient des plus diversifiées, chaque semaine aura sa thématique: sciences, arts, sport nature, art théâtral et musique, et sport et culture. Les enfants pourront donc choisir leur semaine en fonction de leurs intérêts. Et pour chacune de ces thématiques, des experts viendront sur place pour permettre aux enfants de vivre des expériences hors du commun. Le camp Jeunesse en marche est le seul en région à offrir cette formule de type colonie de vacances, où les enfants et les moniteurs dorment sur place, ce qui le rend unique et le distingue des camps de jour où les enfants retournent à la maison en soirée. Le projet de revamper le camp est véritablement devenu un projet communautaire. Les bénévoles se sont succédés pour effectuer de nombreuses tâches, comme le ménage complet à l'intérieur comme à l'extérieur, ainsi que de nombreux travaux de rénovation. Entrepreneurs et membres de la communauté étaient au rendez-vous. Pour l'année 2023, ce sont 8 000 heures de bénévolat qui ont été accumulées. En plus de la générosité en temps, le conseil d'administration a reçu des dons en argent. Ces sommes contribuent à la réalisation de 3 projets majeurs, soit les salles de toilette et les douches intérieures, la toiture et la reconstruction d'un mur de la grande salle, et d'une multitude de projets de moins grande envergure, mais tout aussi importants. Bref, tout a été repensé, rénové et rafraîchi pour offrir un camp de vacances dans un milieu sécuritaire, structuré, dynamique et divertissant. Et comme la programmation est entièrement francophone, l'invitation est lancée aux enfants du nord de l'Ontario ainsi qu'à ceux du Témiscamingue et de l'Abitibi. Le bénévolat est populaire au Témiscamingue. Uniquement au centre de bénévolat, ce sont une vingtaine de personnes qui donnent de leur temps. Les gens s'impliquent en général pour la cause et les valeurs de l'organisme qui vient en aide aux gens démunis. Selon le sondage que nous avons fait, les points suivants ressortaient: socialiser, apporter son aide, un passe-temps, implication et donner à la communauté, précise la directrice générale du Centre de bénévolat du Témiscamingue, Sonia Bélanger, quant aux motivations des bénévoles témiscamiens. Au Témiscamingue, de nombreux organismes et organisations du territoire fonctionnent grâce aux bénévoles. Certains en comptent assez, d'autres sont en perpétuel recrutement et nomment le besoin d'en ajouter à leur équipe. Nous constatons que les besoins sont peu connus et les bénévoles ne savent pas où aller cogner, explique Mme Bélanger. Les Témiscamiens qui souhaitent s'impliquer peuvent donc commencer leur démarche en communiquant avec le Centre de bénévolat. Parlons un peu de nos proches aidants. Ils offrent une gamme de services et de soins tels que l'assistance aux activités quotidiennes, la supervision médicale, le transport, les tâches ménagères, le soutien émotionnel, financier et physique. Mais ces services sont souvent cruciaux pour permettre à nos aînés de rester à domicile et de maintenir une certaine qualité de vie. Le rôle de proche aidant peut être très exigeant sur le plan émotionnel, financier et physique. Ce rôle peut être une expérience gratifiante d'engagement envers son prochain, mais il comporte également des risques de maltraitance. Agir avec bienveillance envers les proches aidants est une responsabilité partagée. Comment peut-on agir avec une personne proche aidante? La première étape est de reconnaître et d'identifier les personnes proches aidantes dans son entourage. Valoriser les personnes proches aidantes est un bon moyen de reconnaître leur contribution. Faire preuve de bienveillance envers elles et les encourager à prendre soin d'elles-mêmes est aussi une bonne technique pour s'assurer de leur bien-être. La bientraitance envers les proches aidants est une approche globale visant à soutenir, écouter et valoriser les personnes qui fournissent une aide non rémunérée à un proche. Elle reconnaît leur contribution, leur expérience et leur expertise et vise à prévenir la maltraitance en leur offrant un environnement de soutien et de respect. La Semaine nationale des proches aidants aura lieu cette année du 4 au 10 novembre. Qui sont les personnes proches aidantes
et qu'est-ce que la bientraitance à leur égard? Selon la loi 56, une personne proche aidante est une personne qui apporte un soutien à un ou plusieurs membres de son entourage qui présentent une incapacité temporaire ou permanente, de nature physique, psychologique, psychosociale ou autre, peu importe leur âge ou leur milieu de vie, avec qui elles partagent un lien affectif, familial ou non. Le soutien apporté est continu ou occasionnel, à court ou long terme, et est offert à titre non professionnel de manière libre, éclairée et révocable, dans le but notamment de favoriser le rétablissement de la personne aidée et le maintien et l'amélioration de sa qualité de vie à domicile ou dans d'autres milieux de vie. Le soutien peut prendre diverses formes. Par exemple, le transport, l'aide aux soins personnels et aux travaux domestiques, le soutien émotionnel, la coordination des soins et des services. Cet engagement peut entraîner des répercussions financières pour la personne proche aidante ou limiter sa capacité à prendre soin de sa propre santé physique et mentale ou à assumer ses autres responsabilités sociales et familiales. La bientraitance envers les personnes proches aidantes est une démarche d'accompagnement global. Elle vise à promouvoir leur soutien, l'écoute de leurs besoins, la valorisation de leur apport, de leur expérience et de leur expertise dans la vie quotidienne afin de prévenir la maltraitance. Le rôle de proche aidant comporte aussi un risque de maltraitance. Qu'elle soit intentionnelle ou non, la maltraitance se manifeste par l'absence d'action appropriée, par une attitude ou un geste qui se produit une seule fois ou à répétition et peut se modifier dans le temps. Les personnes proches aidantes sont essentielles, leur bien-être aussi. Consultez la boîte à outils en visitant Proche aidance, Québec, /bientraitance. La danse en ligne vit en ce moment un regain de popularité dans la région. Lundi soir, ils étaient une trentaine de danseurs et danseuses d'Earlton réunis dans le sous-sol de l'église Saint-Jean-Baptiste. Depuis janvier, ce petit village du Nord-Ontarien a son club de danse en ligne, tout comme New Lescard, Haileybury et les villages témiscamiens de Guérin, Anglier, Ville-Marie, Fugerville, Notre-Dame-du-Nord et la Verlochère. Jean et Marielle Beaulac, un couple d'Earlton, sont des habitués de ce type d'activité. Ça fait des années qu'on danse, beaucoup d'années même, près de 40 ans, des danses sociales ou en ligne, lance Madame Beaulac. Nous, on suit des cours à Notre-Dame-du-Nord jusqu'à Ville-Marie, précise-t-elle, soulignant les nombreux allers-retours entre le Québec et l'Ontario qu'il a dû faire depuis plusieurs décennies. Suzanne Gauthier a fait appel à un homme de la région pour donner le cours, Denis Loranger, est devenu un expert en la matière en dansant jusqu'à 5 fois par semaine. Lundi soir, c'est ici. Le mardi, c'est à New Lescard avec des beginners. Mercredi, je vais à Notre-Dame-du-Nord. Le matin, l'après-midi, je vais à Haileybury. Le jeudi matin, je vais à Haileybury encore. Puis le samedi soir, il y a toujours une veillée de danse, lance M. Loranger. Suzanne Gauthier ne cache pas qu'elle a fondé un club pour qu'Earlton soit ajouté aux destinations Danse Interclub du samedi soir. Ils allaient à New Lescard, mais on veut que ça s'étende. Le 9 mars dernier, Earlton a été ajouté et a tenu sa première danse du samedi. Un total de 57 personnes venant de localités voisines ont bravé une tempête pour y participer. On a eu une belle danse récemment, puis nos compagnons de danse se sont tous montrés ici, un soir de tempête. C'était remarquable. On les appuie, ils nous appuient, conclut Mme Beaulac, ébahie par cette symbiose entre deux provinces. Le club de pickleball de Rouyn-Noranda a enregistré une très forte participation à son premier tournoi régional, disputé samedi au gymnase du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. L'organisation a même dû refuser des inscriptions, signe que cette discipline gagne en popularité dans la région. En tout, 93 joueurs et joueuses d'Amos, de Lassar, de Rouyn-Noranda, de Val-d'Or, ainsi que de New Lescard en Ontario, se sont affrontés en double féminin, en double masculin et en double mixte. Un sommet. Les 66 équipes ont pu jouer en classe A, B ou C selon leur niveau. 7 terrains ont été aménagés au gymnase et à la palestre du cégep à Rouyn-Noranda. Le pickleball est un sport qui gagne rapidement en popularité au Québec et maintenant en Abitibi-Témiscamingue. Ce sport de raquette emprunte à la fois au badminton, au tennis et au ping-pong,
mais avec la particularité qu'il est très accessible. Ça existe depuis longtemps aux États-Unis. On entend souvent dire que c'est un sport de retraités, mais ce n'est qu'une question de temps avant qu'on rentre ça dans les écoles. On devrait plutôt dire que c'est un sport accessible. C'est une activité qui est accessible à tous, que tu peux pratiquer quand tu veux faire une activité modérée, mais que tu peux aussi faire au niveau plus compétitif, affirme Lynn Massicotte. C'est un avis que partage Michel Beaulieu du club de pickleball d'Abitibi-Ouest. À peu près tout le monde qui est capable de tenir une raquette dans ses mains et qui est capable de se tenir debout peut jouer à ce sport-là, en commençant à un niveau plus bas. Ce qui est le fun, c'est que quand tu joues avec des gens de ton niveau, ça fait des échanges qui peuvent durer longtemps, souligne-t-il. C'est son club qui organise le prochain tournoi régional, le samedi 15 juin prochain. Il espère attirer encore plus d'équipes en misant notamment sur des joueurs de l'extérieur de la région. On va avoir des gens de Montréal et des environs parce qu'on a quelques bons contacts là-bas. Il y aura aussi des gens de l'Ontario et bien entendu, nos gens de la région, ici. On espère être capable de battre le record de Rouyn-Noranda. Ce serait le fun. Le tournoi va se jouer à l'Aréna de la Sarre, avec 6 terrains pour jouer et 2 terrains d'exercice, explique Michel Beaulieu. Le pickleball attire aussi de plus en plus d'athlètes de haut niveau à l'étranger. C'est même le cas en Abitibi-Témiscamingue. Denise Julien, qui a participé 3 fois aux Jeux olympiques en badminton, s'illustre aussi dans cette nouvelle discipline. Elle a attrapé la piqûre au cours des dernières années. C'est sûr que quand il y a des compétitions, je joue en mixte avec Luc Bureau, un copain de longue date, puis en double avec Amy Barker. Alors on a du plaisir. Pour moi, c'est ça en premier, c'est d'avoir du plaisir, surtout rendu à mon âge. Mais c'est sûr que la compétitrice en moi est toujours là, assure-t-elle. Denise Julien y voit un bon compromis entre le tennis, le premier sport qu'elle a pratiqué en compétition, et le badminton qui l'a mené sur la scène internationale. À l'instar de bien d'autres organisations sportives de Rouyn-Noranda, les membres du club de pickleball rêvent de plateaux mieux adaptés à la pratique de leur sport. Le club tient ses activités au gymnase Denise Julien et celui-ci ne répond pas à ses besoins. Le plancher et les lignes au sol rendent difficile la pratique du pickleball. Je ne vous cacherai pas qu'on aimerait ça avoir des plateaux sportifs adéquats pour la pratique du pickleball. On veut rêver grand, alors on rêve de plateaux sportifs appropriés. Mais en attendant, on peut jouer à Noranda. On a un club qui est très actif et dynamique, souligne Lynn Massicotte. De plus, le gymnase Denise Julien n'offre que de l'espace pour 4 terrains de pickleball. Une pétition circule aussi pour demander des terrains extérieurs en ville. Un nouveau service d'hébergement est disponible à Montréal pour les nouveaux parents de bébés prématurés. Si un bébé naissant à moins de 32 semaines de grossesse est transféré à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, les parents de la région pourront être demandés d'être logés dans un lieu à proximité de l'unité néonatale. L'escale Préma-Québec est située à quelques mètres de l'hôpital et a été inaugurée lundi, la semaine passée. Ginette Manta, originaire de l'Abitibi-Témiscamingue et fondatrice de Préma-Québec, affirme avoir développé le service en pensant aux parents des régions. Une famille qui vient de l'Abitibi avec un bébé qui va naître à 26 ou 28 semaines va se retrouver très longtemps à Montréal. Il aura vécu ses premières semaines à Montréal. Et quand il aura atteint un état suffisamment stable, en haut de 32 semaines très souvent, il va être redirigé vers l'unité de Rouyn-Noranda, qui est le centre de soins intermédiaires pour l'Abitibi-Témiscamingue, rappelle celle qui est aussi directrice générale de Préma-Québec. L'organisme s'inspire des manoirs Ronald McDonald et demande une contribution de 10 $ par nuitée pour avoir accès à l'une des 3 chambres et les aires communes. C'est un peu comme un Airbnb, dans le sens où c'est via une plateforme. Tout est automatisé. C'est vraiment pour que les parents marchent moins de 10 minutes. Les mamans vont pouvoir s'entraider et se soutenir à l'escale, décrit Ginette Manta. Un travailleur social et une intervenante offriront aussi leurs services aux parents lors de leur séjour. On passe à l'électrique chez Onibi. Un camion électrique transporte dorénavant l'eau de source de Villebois vers les usines d'Amos et de La Sarre d'Onibi. Francis Provencher,
président de l'entreprise, qui vend de l'eau en bouteille et en canette, indique que le principal défi est l'autonomie de la batterie. Le constat qu'on a aujourd'hui, c'est que sur les 224 km d'autonomie qui étaient promis lors de l'achat du camion, on est plus aux alentours de 170. On a fait nos tests l'hiver passé. J'ose espérer qu'avec les redoux qu'on va avoir, on va augmenter cette autonomie-là un peu plus. Pour Francis Provencher, la prochaine étape consiste à effectuer les livraisons vers Amos et Rouyn-Noranda avec les véhicules électriques. Ou on augmente l'autonomie, ou on installe des bornes soit à Amos et à Rouyn pour se donner une petite charge d'à peu près 50 km et revenir à la Sarre, précise-t-il. On a un des meilleurs camions électriques au Québec parce que justement, on a travaillé dessus. On y a cru et les gens du centre du camion aussi y ont cru. Le président d'Onibi ajoute que les voitures de l'entreprise sont aussi électriques. Francis Provencher affirme que d'autres saveurs d'eau de source en canette seront bientôt sur les tablettes et qu'un projet est en développement avec le rappeur Samian, qui est aussi ambassadeur des produits d'Onibi. À 17 ans, Brianna Sealhunter a deux passions. Elle adore le volleyball, mais elle s'amuse aussi à manier l'aiguille et un fil. Sa deuxième passion est une activité très populaire dans cette communauté, la fabrication de raquettes traditionnelles. De 18 à 22 heures, chaque soir de semaine pendant 6 semaines, elle rejoint un groupe d'une vingtaine d'hommes et de femmes. À l'entrée d'un petit bâtiment du Centre de la culture et du patrimoine de Chisasibi, des cadres en bois en forme de raquettes sont accrochés devant un panneau annonçant la bienvenue aux amis. Car cette activité est un moment de transmission, d'apprentissage, de partage, de concentration, mais aussi de fou rire et de plaisir. Depuis la table de la cuisine, la jeune fille a appris en observant sa mère à la maison. Au départ, deux personnes, Margaret et Samuel Bearskin, enseignaient l'art de faire des raquettes traditionnelles. Linda Pachagumescum, la mère de Brianna, s'en souvient bien. Elle a suivi les cours que les aînés lui ont enseignés. Aujourd'hui, c'est elle qui enseigne, et ce, depuis 2011. Fort du succès du programme, de nouveaux instructeurs ont été formés pour répondre à la demande. Certaines années, en 10 minutes à peine, l'atelier, qui peut accueillir 26 étudiants, affiche complet. Parfois, il faut même faire la file pour espérer s'inscrire. Au fil des ans, plus de 420 personnes de tous âges ont appris à courber le bois, le sculpter et tresser la babiche. Malgré la difficulté, les étudiants peuvent fabriquer d'1 à 3 paires pendant leur semaine d'apprentissage. Le coût est de 80 $ pour les femmes et 100 $ pour les hommes. Le matériel est fourni tout comme le repas. Les gens ne peuvent pas apprendre tout seuls, c'est trop dur. Il est important de choisir le bon mélèze laricin, ainsi que la bonne partie de cet arbre pour faire le cadre des raquettes. L'apprentissage se fait par étapes. Il faut d'abord maîtriser la confection de petites raquettes décoratives avant de s'attaquer aux grandes. Souvent, la professeure en fait une, l'étudiante fait l'autre pour former la paire. Il faut donc régulièrement surveiller si le tressage est le même. Linda mentionne que c'est très relaxant et addictif. C'est aussi un rassemblement social qui est agréable. Elle voulait apprendre pour savoir le faire, pour pouvoir se promener dans la neige. Mais ce qui l'animait était de ne surtout pas perdre sa culture. C'est important d'enseigner cette tradition. Cela vient de nos ancêtres et il ne faut pas perdre nos traditions. Les femmes sont essentiellement assises autour d'une grande table. De l'autre côté de la pièce, les aînés hommes forment des petits groupes avec 1 ou 2 étudiants, parfois une étudiante. Dans un grand chaudron, de la babiche, de longues lanières de cuir d'orignal trempent. Les hommes et les femmes partageaient tout, y compris le travail. Les femmes faisaient la partie du haut et du bas, et les hommes la centrale, car cela demande plus de force. La babiche y est plus large et plus solide, afin de mieux supporter le poids du marcheur. C'est un partage de culture. À l'âge de 84 ans, Elmer Sam est l'un de ceux qui savent le mieux trouver le bon bois, le plier de la bonne courbe, soit en le trempant dans l'eau, soit grâce à de la vapeur. Celui qui sait à quel point il faut serrer la babiche pour que la raquette soit efficace. Un puits de savoir.
Tous racontent avoir passé des heures à plier, tresser, faire et puis tout défaire et recommencer avant d'arriver à avoir un résultat correct. L'arrière-grand-père de Brianna préfère largement une aiguille en os d'ours plutôt qu'en métal, car c'est plus flexible. Les raquettes sont l'un des objets les plus spéciaux, car dans le passé, sans raquettes, tu ne pouvais pas aller nulle part. Une fois arrivé au stade de terminer les raquettes, il suffira de sortir dehors, les chausser, faire un tour puis les déposer en direction de l'est. Cette tradition rappelle l'importance de respecter l'objet et donc la culture. C'est comme si c'était pour apporter la bonne chance. L'objet est très couru, surtout à Noël, où il est offert. Les commandes pleuvent à cette période, précisent les participants à l'atelier. Certains sont présents pour le savoir et s'en fabriquer afin de les porter, d'autres les font pour d'autres personnes, puis certains vont les vendre. Une belle paire de raquettes peut atteindre de 7 à 800 $. Et voilà, c'est ainsi que se termine notre bulletin de nouvelles pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. En mon propre nom, William Maillé, et celui de toute l'équipe, je vous remercie d'avoir été là. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à notre nouveau site web au thémis.tv. Vous pourrez y retrouver notre programmation, ainsi que tout plein d'informations utiles sur votre télévision communautaire. Tout en allant voir notre site, restez à l'écoute, car tout de suite après l'info Thémis, vous verrez la conférence sur le lancement du 75e anniversaire de la Société d'histoire du Témiscamingue. Sur ce, bonne semaine à tous. On se revoit la semaine prochaine pour une autre édition d'Info Thémis. Au revoir.